Imaginez vous tenir dans votre jardin et en prendre soudainement conscience. Chaque mouvement demande plus de force qu'auparavant. Votre dos vous fait mal plus rapidement. Vos genoux ne coopèrent plus comme il y a 10 ans. Pourtant, vous savez que ce jardin pourrait être votre assurance la plus importante. Pas celle de la banque, ni celle de l'État, mais cette terre sous vos pieds. La plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard, quand les prix explosent, quand les étagères sont vides, quand la pension ne suffit plus. La vérité est qu'un jardin bien géré peut vous nourrir quand tout le reste échoue, mais seulement si vous connaissez les bonnes méthodes. Des méthodes qui protègent votre corps, ne coûtent rien et fonctionnent réellement. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 17 de ces méthodes. Pas de théorie, pas de système compliqué, mais un savoir éprouvé que les générations avant nous utilisaient pour rester indépendantes. Nous vivons à une époque où le savoir de nos grands-parents a été oublié. Toute une génération a appris que tout peut s'acheter, que le supermarché est toujours plein et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais cette époque touche à sa fin. Les prix augmentent plus vite que les pensions. Les chaînes d'approvisionnement deviennent plus fragiles. Soudain, nous nous rappelons que chaque famille avait autrefois un jardin, non pas comme un passe-temps, mais par nécessité, une garantie silencieuse que vous vous en sortiriez, peu importe ce qui arrive. Dans les années 1930, pendant la Grande Dépression, ce sont les jardins qui ont assuré la survie de millions de familles. Pendant que les banques s'effondraient et que les usines fermaient, les pommes de terre, les choux et les haricots poussaient dans les jardins. Ce n'était pas une idée romantique de la vie à la campagne, c'était une pure nécessité. Et les gens qui possédaient ces compétences s'en sont sortis. D'autres ont souffert. Aujourd'hui, cette prise de conscience revient. Mais beaucoup de gens sont confrontés à un problème. Ils n'ont plus 20 ans. Le corps ne suit plus toujours. C'est précisément pour cela que les méthodes que je vais vous montrer sont si précieuses. Elles ont été développées pour des personnes qui travaillent intelligemment, pas durement. Top 1. Les bacs surélevés et l'adaptation au corps. Le premier principe que vous devez intérioriser est celui-ci. Votre jardin doit s'adapter à votre corps, et non l'inverse. Oubliez les images de personnes agenouillées et courbées sur le sol pendant des heures. C'est la méthode des jeunes. Vous avez besoin d'une méthode différente, et cette méthode commence par une vérité simple. Surélevez votre jardin. Construisez des bacs surélevés, mais sans acheter de kits coûteux. Regardez autour de vous. De vieilles palettes, des restes de planches, des pierres de la forêt, même de vieilles briques qui traînent chez le voisin. Tout cela peut devenir un bac surélevé. Les dimensions sont simples mais cruciales. Il doit mesurer environ 80 à 90 cm de haut, assez haut pour que vous puissiez y travailler debout sans vous pencher. Mesurez-le par rapport à vous. Tenez-vous droit, laissez vos bras pendre librement et pliez vos coudes à angle droit. La hauteur de vos mains est la hauteur de travail parfaite pour votre bac surélevé. De cette façon, vous pouvez travailler sans forcer sur votre dos. Il doit mesurer de 100 à 120 cm de large pour que vous puissiez atteindre le milieu des deux côtés. Tendez votre bras. Environ 60 cm est une portée confortable. Des deux côtés, cela fait 120 cm. Cela vous permet d'atteindre chaque plante sans avoir à monter sur le bac. Et tant qu'il y a de l'espace, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, la longueur importe peu tant que la largeur et la hauteur sont correctes. Vient maintenant le remplissage. Et c'est là que réside la véritable magie. Il ne s'agit pas d'un empilement arbitraire. C'est un système réfléchi, basé sur les processus naturels de décomposition. Tout en bas, directement sur le sol existant, placez des matériaux grossiers. Branches, brindilles, même de petites bûches. Ce matériau a plusieurs fonctions. Il crée des espaces vides pour le drainage. L'eau stagnante est la mort du jardin. Cette couche empêche la saturation en eau. En même temps, ce bois commence à pourrir lentement au fil des ans, créant de la chaleur et des nutriments. Votre bac est nourri de l'intérieur. Cette couche doit avoir une épaisseur de 20 à 30 cm. Au-dessus vient une couche de matériaux moyennement grossiers. Brindilles plus petites, morceaux d'écorce, branches broyées. Si vous avez un broyeur, parfait. Sinon, demandez aux voisins qui taillent leurs arbres pour obtenir le matériau. La plupart sont heureux de s'en débarrasser. Cette couche fait 10 à 15 cm d'épaisseur et relie la couche grossière du fond aux couches plus fines du dessus.
Viennent ensuite les feuilles. Beaucoup de feuilles, des feuilles non décomposées de l'automne. Vous pouvez obtenir des sacs de feuilles en forêt ou les ramasser à l'automne dans votre propre jardin. Stockez-les dans des sacs ou un panier en grillage. Au printemps, quand vous construirez votre bac surélevé, vous en aurez des tonnes. Cette couche de feuilles doit avoir une épaisseur de 20 cm. Les feuilles sont riches en carbone. Elles pourrissent lentement et stockent l'humidité comme une éponge, ce qui signifie que votre bac aura besoin d'être arrosé moins souvent. Sur les feuilles, on place du compost semi-fini ou de l'herbe coupée, des matériaux qui ont déjà commencé à pourrir mais ne sont pas encore transformés. Cette couche apporte des micro-organismes dans le bac, bactéries, champignons et organismes minuscules. Ce sont les ouvriers qui transforment tout ce qui se trouve en dessous en humus. 10 à 15 cm suffisent. La couche supérieure est de la terre de jardin finie ou du bon compost, de 20 à 30 cm de profondeur. C'est là que vos plantes poussent et s'enracinent. Cette terre doit être riche en nutriments et meubles. Si vous devez acheter de la bonne terre de jardin, n'achetez que cette couche supérieure. Le reste provient gratuitement de la nature. Que se passe-t-il maintenant? La première année, vous avez un bac merveilleusement haut et confortable. Les plantes poussent excellemment car le sol est meuble et riche en nutriments. Mais le véritable avantage se manifeste au fil des ans. Les couches inférieures commencent à pourrir. Les mycéliums de champignons imprègnent tout le bac, reliant tout en un réseau vivant. Ces champignons transportent les nutriments et l'eau vers les racines des plantes mieux que vous ne le pourriez jamais. Le bac s'affaisse lentement, peut-être de 5 à 10 cm par an. C'est une bonne chose. Cela signifie que le processus fonctionne. Il vous suffit de compléter avec un peu de compost. Après 5 à 7 ans, les couches inférieures sont devenues un humus noir et grumeleux. Votre bac est maintenant une parfaite usine à terre vivante, et vous ne vous êtes jamais penché, n'avez jamais forcé sur votre dos et n'avez jamais sollicité vos genoux. Ce n'est pas seulement de la commodité, c'est une stratégie. Car c'est seulement si le jardin n'est pas un supplice que vous l'utiliserez sur le long terme. C'est seulement si vous pouvez travailler chaque jour sans douleur que vous persévérerez. Et la constance est la clé du succès. Top 2. Le paillage et la protection du sol. Le deuxième principe est peut-être le plus puissant de tous. Laissez la nature travailler pour vous. La plupart des gens s'épuisent parce qu'ils luttent contre la nature. Ils désherbent chaque jour. Ils arrosent constamment. Ils travaillent et ne voient guère de résultats. Pourtant, il existe une méthode qui fonctionne depuis des millénaires et elle s'appelle le paillage. Couvrez le sol. Toujours, partout. On ne devrait jamais voir de terre nue. Pourquoi la terre nue est-elle un problème? Parce que la nature a horreur de la terre nue. La nature veut toujours être couverte. Si vous laissez le sol exposé, plusieurs choses se produisent simultanément. Le soleil tape directement sur la surface et tue les micro-organismes. Le vent emporte la couche supérieure, la plus fertile. La pluie frappe directement la terre et lessive la surface, créant une croûte dure. L'eau ne peut plus pénétrer, elle ruisselle au lieu de s'imbiber. Et les graines de mauvaises herbes qui flottent partout dans l'air trouvent des conditions de germination parfaites. En quelques jours, tout est vert, mais pas avec ce que vous avez planté, mais avec ce que la nature plante. Le paillis empêche tout cela. Utilisez des tontes de gazon si vous avez une pelouse ou un voisin qui en a une. Appliquez-le en une couche de 5 à 10 cm. Pas plus épais, sinon ça pourrira. Pas plus mince, sinon les mauvaises herbes passeront au travers. Laissez-le flétrir pendant une journée avant de l'appliquer. Les tontes de gazon fraîches et humides peuvent s'agglutiner et sentir mauvais. Les tontes flétries sont parfaites. Les feuilles de la forêt sont également excellentes, surtout les feuilles d'arbres caduques comme le hêtre, le chêne ou l'érable. Elles se décomposent plus lentement que les tontes de gazon et forment une couverture permanente. Mélangez différents types de feuilles. Plus c'est diversifié, mieux c'est. Appliquez-les sur 10 à 15 cm d'épaisseur. Elles s'affaisseront à environ 5 cm, ce qui est parfait. La paille est le classique, pas le foin. Le foin contient des graines qui germent. La paille est un pur matériau de tige, presque sans graines. Une couche de 10 cm dure des mois. Demandez aux agriculteurs de la région.
Souvent, ils vous donnent de la paille gratuitement ou pour peu d'argent, surtout si elle est un peu vieille et qu'ils ne veulent plus l'utiliser pour les animaux. Même le carton déchiqueté fonctionne. Prenez des cartons sans impression couleur, du simple carton brun. Retirez le ruban adhésif et les étiquettes. Trempez brièvement le carton dans l'eau pour le rendre flexible. Posez-le en le faisant se chevaucher sur le bac. Par-dessus, mettez une fine couche de compost ou de terre pour qu'il ne s'envole pas. Le carton supprime complètement même les mauvaises herbes les plus tenaces. Après un an, il a pourri et est devenu de l'humus. Cette couche de paillis sur le sol accomplit 3 choses à la fois. Elle maintient l'humidité dans le sol. Un sol non paillé perd plusieurs litres d'eau par mètre carré lors d'une chaude journée d'été par évaporation. Un sol paillé ne perd presque rien. Cela signifie que vous n'avez besoin d'arroser que 2 fois moins souvent ou seulement un tiers autant. Cela permet d'économiser non seulement de l'eau, mais aussi du temps, de la force et de l'argent si vous utilisez l'eau du robinet. Il supprime radicalement les mauvaises herbes. Les graines de mauvaises herbes ont besoin de lumière pour germer. Sous une épaisse couche de paillis, elles n'ont pas de lumière et ne germent pas. Les rares qui y parviennent ont des tiges faibles et longues et peuvent être arrachées d'un simple geste du doigt. Il n'y a aucune comparaison avec des heures de désherbage sur une terre nue. Et enfin, ils se transforment lentement en humus. De bas en haut, là où la couche de paillis touche le sol, la décomposition commence. Les vers de terre tirent les matériaux dans le sol et les micro-organismes les décomposent. Ce qui a été appliqué sous forme de tonte de gazon ou de feuilles devient de l'humus un an plus tard. L'or noir, la substance la plus fertile qui soit. Et vous n'avez rien fait d'autre que de l'appliquer. La nature a fait le travail. Imaginez devoir arroser 2 fois moins souvent, désherber 2 fois moins souvent, et que le sol devienne meilleur au lieu de pire. Chaque année un peu plus meuble, chaque année un peu plus sombre, chaque année un peu plus vivant. Ce n'est pas un fantasme, c'est le paillage. Cela ne coûte rien, fait gagner du temps et fonctionne depuis des millénaires. La nature nous montre comment faire. Allez dans la forêt. Voyez-vous jamais de sol nu? Non. Tout est couvert de feuilles, de brindilles et de mousse. Apprenez de la nature. Copiez-la et vous obtiendrez les mêmes résultats. Top 3. Le compostage et l'alchimie des déchets. Nous arrivons maintenant à quelque chose que beaucoup de gens négligent, alors que c'est le cœur de tout, le compost. Pas n'importe quel compost, mais votre compost, issu de vos déchets de cuisine et de votre jardin. Chaque épluchure de pommes de terre, chaque trognon de pomme, chaque feuille de laitue fanée, chaque coquille d'œuf, chaque marc de café est de l'or pur. Mais la plupart des gens les jettent. Ils achètent ensuite de l'engrais au magasin, de l'engrais cher, de l'engrais chimique. Pourtant, vous produisez quotidiennement ce que votre jardin peut recevoir de mieux. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est réellement le compost. Ce ne sont pas seulement des déchets pourris, c'est un écosystème complexe. Des millions de bactéries, des milliers d'espèces de champignons, des centaines d'insectes différents, des vers, des cloportes et des colamboles. Ils travaillent tous ensemble pour décomposer la matière organique et la transformer en nutriments assimilables par les plantes. C'est de l'alchimie. Vous transformez des déchets en or et vous n'avez qu'à créer les bonnes conditions. Un tas de compost n'a pas besoin d'être compliqué. Oubliez les systèmes de compostage coûteux des jardineries. Vous n'avez pas besoin d'un composteur rotatif à 200 €. Choisissez un coin de votre jardin, idéalement à mi-ombre. Pas en plein soleil, sinon il se desséchera. Pas à l'ombre profonde, sinon il fera trop froid. Placez-le directement sur la terre, pas sur du béton ou du pavé. Le contact avec la terre est important. De là, les vers et les micro-organismes migrent à l'intérieur. Vous pouvez construire un cadre simple. 4 poteaux dans le sol, du grillage autour, et c'est fait. Ou empiler de vieilles palettes, ou laisser le tas libre. Cela fonctionne tout aussi bien. Il doit faire au moins 1 mètre cube. Plus petit, il ne chauffera pas assez. Plus grand, c'est mieux mais plus difficile à manipuler. Vient maintenant le principe le plus important du compostage. Le rapport entre les matières vertes et les matières brunes. Les matières vertes sont tout ce qui est humide, mou et riche en azote. Restes de légumes et de fruits, tonte de gazon,
déchets de jardin frais, marques de café, sachets de thé. Les matières brunes sont tout ce qui est sec, dur et riche en carbone. Feuilles, paille, brindilles broyées, carton déchiré, sciure de bois non traité. Le ratio idéal est d'environ 1 pour 2, une part de verre pour 2 parts de brun, ou chimiquement parlant, 3 parts de carbone pour une part d'azote. Mais vous n'avez pas besoin de calculer. Superposez simplement une couche de déchets de cuisine d'environ 10 cm, puis une couche de feuilles ou de paille de 20 cm. De nouveau des déchets de cuisine, de nouveau des feuilles. C'est ainsi que l'on construit le tas. Que se passe-t-il si le ratio est mauvais? Trop de verre, pas assez de brun. Le tas devient humide, gluant et sent la pourriture. C'est une décomposition anaérobie sans oxygène. Vous ne voulez pas ça. Trop de brun, pas assez de verre. Le tas ne pourrit presque pas. Cela prend des années au lieu de mois et reste froid. Vous ne voulez pas ça non plus. Le bon ratio conduit à une décomposition aérobie avec de l'oxygène. Le tas chauffe. Après quelques jours, vous pouvez mettre la main dedans et sentir qu'il est chaud, vraiment chaud, 50, 60, parfois 70 degrés Celsius. Cette chaleur tue les graines de mauvaises herbes, tue les agents pathogènes et accélère énormément la décomposition. L'humidité est le second facteur critique. Le tas doit être humide comme une éponge essorée. Si vous prenez une poignée de matériaux et que vous la pressez, quelques gouttes d'eau doivent sortir, ni plus ni moins. Trop sec, et les micro-organismes ne travaillent pas. Trop humide, et il n'y a plus d'air, seulement de la pourriture. En période de sécheresse, arrosez-le au tuyau ou à l'arrosoir. S'il est trop humide, mélangez-y des matières sèches. L'air est le troisième facteur. Les micro-organismes ont besoin d'oxygène. C'est pourquoi vous devriez retourner le tas toutes les quelques semaines. Cela signifie le déplacer d'un côté à l'autre avec une fourche. L'extérieur va à l'intérieur va à l'extérieur. Cela l'aère, le mélange et accélère tout. Si c'est trop fatigant, piquez simplement profondément dans le tas plusieurs fois avec un bâton ou une barre de fer pour faire des trous. Cela apporte aussi de l'air. Après 3 à 6 mois, selon le temps et le mélange, le compost est prêt. Vous le reconnaissez à sa couleur brun foncé à noir. Il sent la terre de forêt. On ne peut plus reconnaître les matériaux d'origine. Il est grumeleux. Si vous en prenez une poignée, il s'agglutine légèrement, mais se défait sous une légère pression. C'est le compost parfait. Passez-le au travers d'un tamis grossier. Ce qui tombe est prêt pour les bacs. Ce qui reste dans le tamis, les gros morceaux, repart sur le nouveau tas. Ce compost est la meilleure chose que vous puissiez donner à vos plantes. Il contient tous les nutriments que les matériaux d'origine possédaient, mais sous une forme assimilable. Il améliore la structure du sol. Les sols argileux lourds deviennent plus meubles. Les sols sablonneux légers retiennent mieux l'eau. Il apporte des millions de micro-organismes bénéfiques qui protègent vos plantes des maladies et aident les racines à absorber les nutriments. Et cela ne vous a pas coûté un centime. Plus que cela, vous avez transformé des déchets en vie. C'est le principe de la nature. Cycle au lieu de déchets, régénération au lieu d'exploitation. Top 4. La collecte de l'eau de pluie. Ceci nous mène directement au 4e principe. L'eau, c'est la vie, mais vous n'avez pas à la payer. Chaque fois qu'il pleut, de l'eau précieuse ruisselle de votre toit. Une maison individuelle moyenne avec 100 mètres carrés de toiture récupère 100 litres d'eau avec 1 mm de pluie. Avec 10 mm, c'est 1000 litres. Au cours d'une année moyenne, il tombe 600 à 800 mm de pluie. Cela signifie que 60 000 à 80 000 litres d'eau s'écoulent de votre toit. La plupart des gens la laissent simplement partir à l'égout. Pourtant, cette eau pourrait alimenter votre jardin pendant des mois. Vous n'avez besoin que de contenants, de vieux barils de pluie, de grands fûts en plastique comme ceux utilisés dans l'industrie alimentaire. Certaines entreprises les donnent gratuitement. Demandez dans les boulangeries, les brasseries ou les restaurants. De vieilles baignoires font aussi l'affaire. Les réservoirs IBC, ces grands réservoirs cubiques dans une cage métallique, sont parfaits. Capacité de 1000 litres. D'occasion, ils coûtent entre 50 et 100 euros.
Un investissement rentable dès le premier été. Placez les contenants sous la gouttière. L'idéal est de couper un morceau de la descente de gouttière et d'y insérer un collecteur d'eau. C'est un petit composant avec un filtre intégré qui dirige une partie de l'eau vers votre baril, tandis que le reste continue de s'écouler. Quand le baril est plein, un clapet se ferme automatiquement. Le système complet coûte entre 15 et 30 € en magasin de bricolage. Mais il existe aussi la solution simple. Sciez simplement la descente juste au-dessus du baril. L'eau s'y écoule directement. Quand le baril est plein, il déborde. Placez alors un deuxième contenant à côté. Très important. Couvrez les contenants avec un couvercle ou un filet à mailles fines pour 2 raisons. Premièrement, cela empêche les moustiques d'y pondre leurs œufs. Un baril de pluie ouvert est un paradis pour les moustiques. Ils pondent à la surface et les larves se développent dans l'eau. Après quelques jours, vous avez des centaines de nouveaux moustiques. Un couvercle empêche cela totalement. Deuxièmement, un couvercle garde les feuilles et la saleté à l'extérieur. Une eau propre est meilleure pour vos plantes et ne bouge pas l'arrosoir. L'eau de pluie est en réalité meilleure pour les plantes que l'eau du robinet. L'eau du robinet contient souvent du calcaire. Certaines plantes, comme les rhododendrons, les hortensias et les myrtilles, ne le supportent pas bien. Elles préfèrent une eau acide. L'eau de pluie est légèrement acide. Parfaite. L'eau du robinet peut contenir du chlore. Pas beaucoup, mais assez pour stresser les plantes sensibles. L'eau de pluie ne contient pas de chlore. Elle est douce, pure et à la bonne température. L'eau du robinet en été est souvent froide en sortant du tuyau, ce qui est un choc pour les plantes par une chaude journée. L'eau de pluie du baril est à la température extérieure, ce qui est beaucoup plus doux. Avec quelques grands barils, vous êtes indépendant, même en période de sécheresse, même si l'eau est rationnée. À l'été 2023, il y a eu des interdictions d'utilisation de l'eau dans certaines régions. Les gens n'avaient plus le droit d'arroser leur jardin, ni de laver leur voiture. Le réseau public était surchargé. Ceux qui avaient leur propre eau de pluie étaient indépendants. Les règles ne s'appliquaient qu'à l'eau du robinet. Vous pouviez continuer à utiliser l'eau de pluie. Votre jardin ne meurt pas parce que vous vous êtes préparé. Ce n'est pas seulement intelligent, c'est vital pour la survie. Top 5. La culture associée. Mischkultur. Venons-en maintenant à un principe qui peut doubler vos rendements sans avoir besoin de plus d'espace. La culture associée. Les plantes sont comme les gens. Certaines s'entendent bien et s'entraident, tandis que d'autres se gênent. La nature nous le montre partout, mais nous l'avons oublié. Nous avons appris à penser en monoculture, d'immenses champs avec seulement du blé, du maïs ou du colza. C'est contre nature, et cela ne fonctionne qu'avec un usage massif de produits chimiques. Pesticides contre les nuisibles, fongicides contre les champignons, herbicides contre les mauvaises herbes, engrais synthétiques pour la croissance. C'est coûteux, nocif pour l'environnement et totalement inutile dans un petit jardin. Faites différemment. Plantez de manière mixte et diversifiée, comme le fait la nature. La science derrière cela est fascinante. Certaines plantes excrètent des substances par leurs racines qui aident d'autres plantes ou éloignent les nuisibles. D'autres plantes ont des profondeurs de racines différentes. Elles ne se font pas concurrence pour les mêmes nutriments. Celles qui s'enracinent profondément font remonter des minéraux des couches inférieures du sol, et celles qui s'enracinent en surface les utilisent ensuite. Certaines plantes ombragent le sol et protègent les racines de leurs voisines de la chaleur. D'autres grimpent et ont besoin d'un support, tandis que d'autres offrent précisément ce support. Les combinaisons classiques connues depuis des générations incluent les tomates et le basilic. Ce n'est pas seulement une combinaison culinaire. Le basilic contient des huiles essentielles qui repoussent l'aleurode, l'un des principaux ravageurs des tomates. En même temps, on dit que le basilic améliore le goût des tomates. Que ce soit prouvé scientifiquement ou non, je ne sais pas, mais des générations de jardiniers le jurent, et la défense contre les aleurodes fonctionne à coup sûr. Les carottes et les oignons. La mouche de la carotte est un nuisible qui attaque les carottes en s'orientant à l'odeur. Les oignons ont une odeur forte et piquante qui masque l'odeur des carottes, si bien que la mouche ne les trouve pas. Inversement, il y a la mouche de l'oignon qui attaque les oignons, s'orientant aussi à l'odeur.
Les carottes ont une odeur sucrée caractéristique qui sème la confusion chez la mouche de l'oignon. Les deux plantes se protègent mutuellement. C'est de la coopération au plus haut niveau. Les haricots, le maïs et les courges, les trois sœurs. C'est peut-être la culture associée la plus ingénieuse qui soit. Les Amérindiens la pratiquent depuis des siècles. Le maïs pousse haut et fort. Les haricots grimpent le long de la tige du maïs. Ils n'ont pas besoin de tuteur car le maïs sert de tuteur. Les haricots sont des légumineuses. Sur leurs racines vivent des bactéries fixatrices d'azote qui captent l'azote de l'air et le rendent disponible dans le sol. Cet azote fertilise le maïs et la courge. La courge pousse au sol. Ses grandes feuilles ombragent la terre et empêchent les mauvaises herbes de pousser. Ses tiges piquantes découragent les limaces et autres nuisibles. Trois plantes qui travaillent parfaitement ensemble. Chacune remplit une fonction. Ensemble, elles sont plus fortes qu'individuellement. La laitue et les radis. Les radis poussent vite, 4 semaines entre le semis et la récolte. La laitue prend plus de temps, 8 à 10 semaines. Plantez les deux en même temps. Les radis sont prêts quand la laitue est encore petite. Vous récoltez les radis, ce qui laisse de la place à la laitue pour grandir. Pas de gaspillage d'espace, c'est l'efficacité. Le chou et le céleri. Les plants de chou sont facilement attaqués par la mouche du chou. Le céleri a une forte odeur épicée qui déroute la mouche du chou, qui va pondre ses œufs ailleurs. De plus, le céleri ameublit le sol avec ses racines profondes, ce qui profite aux choux qui s'enracinent en surface. Mais il existe aussi des combinaisons négatives. Ne plantez jamais de haricots à côté d'oignons ou d'ail. Les oignons et l'ail inhibent la croissance des haricots, probablement par certains composés soufrés qu'ils excrètent. Les haricots poussent mal et produisent peu de fruits. Ne plantez jamais de tomates à côté de pommes de terre. Les deux appartiennent à la famille des solanacées et sont sensibles aux mêmes maladies, en particulier au mildiou. S'ils sont proches, la maladie passe facilement d'une plante à l'autre. Gardez vos distances. Ne plantez jamais de fenouil à côté de quoi que ce soit. Le fenouil est un solitaire. Il excrète des substances qui inhibent la plupart des autres plantes. Donnez-lui son propre bac. Apprenez ces combinaisons. Essayez-les. Prenez des notes sur ce qui fonctionne bien pour vous. Chaque jardin est différent. Chaque climat est différent. Ce qui fonctionne parfaitement à un endroit peut fonctionner différemment ailleurs. Expérimentez, mais expérimentez avec un système. Notez vos plantations et observez les résultats. Après quelques années, vous saurez exactement quelles combinaisons sont idéales dans votre jardin. Top 6. La conservation des semences et l'indépendance. Le 6e principe est l'un des plus puissants. Devenez indépendant de l'achat de graines. Chaque fois que vous mangez une tomate, un poivron, une courgette ou une courge, vous tenez des dizaines de futures plantes dans votre main, les graines. Mais la plupart des gens les jettent et rachètent de nouvelles graines l'année suivante pour 3, 4 ou 5 € le sachet. Pourtant, il est si facile de conserver ses propres semences. Cependant, il y a une restriction importante. Cela ne fonctionne qu'avec des variétés paysannes, Samenfest, pas avec les hybrides F1. Quelle est la différence? Les variétés paysannes sont des variétés stables depuis des générations. Si vous cultivez une tomate paysanne, que vous en récupérez les graines et que vous les semez l'année suivante, vous obtiendrez exactement la même tomate, même goût, même forme, même propriété. Les hybrides sont des croisements de 2 lignées parentales. Ils sont souvent très productifs et uniformément résistants, mais leurs graines ne sont pas stables. Si vous conservez des graines d'hybrides et les semez, vous obtenez souvent des plantes inférieures, petits fruits, mauvais goût, rendement moindre. Les traits se séparent, c'est de la génétique. Comment savoir si une variété est paysanne? C'est généralement écrit sur le sachet ou vous achetez auprès de fournisseurs spécialisés. Une fois acheté, vous pouvez multiplier ces graines vous-même pendant des décennies. C'est cela, la véritable indépendance. Pour les tomates, prenez les fruits les plus mûrs, les plus sains et les plus savoureux. Coupez-les en deux, pressez les graines avec la gelée dans un verre. Ajoutez un peu d'eau. Placez le verre dans un endroit chaud. Après 2 ou 3 jours, une couche de moisissure se forme sur le dessus. Cela semble peu ragoûtant, mais c'est intentionnel. Ce processus de fermentation décompose l'enveloppe gélatineuse autour des graines.
Dans la nature, cette enveloppe empêche les graines de germer à l'intérieur du fruit. La fermentation imite la digestion dans l'estomac d'un animal. Après la fermentation, passez le tout au tamis. Rincez abondamment les graines. Séchez-les sur du papier journal ou une assiette. Étiquetez-les avec le nom de la variété. Et oui, conservez-les dans des enveloppes en papier, au frais et au sec. Les poivrons et les piments sont encore plus faciles. Ouvrez le fruit mûr, retirez les graines, étalez-les sur du papier journal, laissez sécher pendant une semaine. C'est fait. Étiquetez les enveloppes, stockez au frais. Courgettes et courges. Ici, vous devez attendre que le fruit soit totalement mûr. Pour les courgettes, laissez-en une sur la plante jusqu'à ce qu'elle devienne énorme et dure. La peau doit être ferme, plus du tout souple. Ensuite, ouvrez-la, retirez les graines, lavez-les et séchez-les. Pour les courges, vous les laissez de toute façon mûrir jusqu'en automne. Vous les ouvrez ensuite pour la cuisine et récupérez les graines à côté. Les haricots et les pois sont les plus faciles de tous. Laissez quelques gousses sécher sur la plante jusqu'à ce qu'elles soient brunes et cassantes. Ramassez-les, ouvrez-les. Les haricots ou les pois à l'intérieur sont vos semences. Stockez-les au sec. L'année suivante, remettez-les simplement en terre. La laitue. Laissez un plant monter. Cela signifie qu'il pousse en hauteur et forme une tige florale. Les fleurs jaunes deviennent de petits plumeaux. Dans chaque plumeau se trouvent des dizaines de graines minuscules. Coupez la tige entière quand la plupart des plumeaux ont l'air secs. Suspendez-la à l'envers au-dessus d'un tissu. Les graines tomberont d'elles-mêmes. Ramassez-les et stockez-les. Chaque type de légume a ses particularités, mais le principe est toujours le même. Fruits ou plantes mûres, retirez les graines, nettoyez, séchez, étiquetez, stockez au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Avec cette méthode, vous construisez une bibliothèque de semences au fil des ans. Des dizaines, puis des centaines de variétés différentes adaptées à votre climat, votre sol et vos conditions, car les plantes s'adaptent. Si vous prenez chaque année les graines des meilleures plantes, vous faites inconsciemment une sélection. Les plantes qui poussent le mieux chez vous transmettent leurs traits. Après 10 ans, vous avez des variétés parfaites pour votre jardin, plus résistantes, plus productives, plus savoureuses. C'est de la sélection à petite échelle. Les agriculteurs l'ont fait pendant des millénaires, et vous pouvez le faire aussi. Top 7. Les tours à pommes de terre. Voici maintenant quelque chose qui semble révolutionnaire, mais qui est en fait un savoir ancien. Les pommes de terre en tour. Les pommes de terre sont l'un des aliments les plus précieux qui soient. Elles sont rassasiantes, se conservent des mois, sont nutritives et polyvalentes en cuisine. Leur culture n'est pas compliquée. Un demi-mètre carré de pommes de terre fournit plus de calories qu'un demi-mètre carré de n'importe quel autre légume. Les pommes de terre ont sauvé l'Europe des famines au XVIIe et XVIIIe siècle. Elles poussent sur des sols pauvres, tolèrent les climats frais et sont faciles à stocker. Pas étonnant qu'elles soient devenues la base de l'alimentation. Mais normalement, les pommes de terre ont besoin de beaucoup d'espace. La culture classique implique de creuser des sillons, d'y placer les pommes de terre et de buter la terre à plusieurs reprises. Après 4 mois, on les déterre laborieusement. Ce n'est pas bon pour le dos. Il y a une meilleure façon, la tour à pommes de terre. Construisez une tour d'environ 1 mètre de diamètre. Vous pouvez utiliser du grillage, formé en cercle et fixé avec du fil de fer ou des attaches, ou empiler de vieux pneus. Oui, il y a des débats sur les polluants possibles des pneus. Si cela vous inquiète, utilisez des planches de bois vissées ensemble pour former une tour carrée, ou des briques, ou de grands sacs de plantation. Voici comment faire. Remplissez le fond de bonne terre sur 20 cm de haut. Placez 4 à 6 pommes de terre de semences par-dessus. Les pommes de terre de semences sont soit des petites pommes de terre spéciales que vous achetez, soit des pommes de terre de l'année précédente qui ont commencé à germer. Ces germes sont les futures pousses. Recouvrez les pommes de terre de 10 cm de terre et arrosez. Attendez. Après 2 ou 3 semaines, vous verrez des pousses vertes sortir du sol. Laissez-les grandir d'environ 20 cm. Versez ensuite de la terre pour que seuls les 5 à 10 cm supérieurs de la plante dépassent. La plante réagit en formant de nouvelles racines et de nouveaux tubercules le long de la tige enterrée. Laissez-les grandir de nouveau de 20 cm, puis ajoutez de la terre.
Continuez ainsi jusqu'à ce que votre tour fasse environ 1 mètre de haut. Qu'avez-vous accompli? Chaque plant de pommes de terre a plusieurs étages remplis de tubercules. Les premiers que vous avez placés en bas, puis la génération suivante au-dessus, et ainsi de suite. Une seule plante peut produire 5, 10 ou 15 kg de pommes de terre. Dans une tour de 1 mètre de diamètre, poussent 4 à 6 plantes. Cela représente 60 à 90 kg de pommes de terre sur moins d'1 mètre carré de surface au sol. La récolte est facile. Quand le feuillage au sommet fane et meurt, les pommes de terre sont mûres. Attendez encore 2 semaines pour que la peau se forme bien. Ensuite, renversez simplement la tour ou ouvrez un côté si vous avez construit un cadre en bois. La terre tombe et les pommes de terre sont partout. Vous n'avez qu'à les ramasser. Pas besoin de creuser, de chercher, de soulever des charges lourdes, pas de mal de dos, juste des pommes de terre. La terre de la tour, soit dit en passant, est excellente. Les pommes de terre l'ont ameublie et les racines y ont incorporé de la matière organique. Étalez cette terre sur vos bacs ou utilisez-la pour la prochaine tour. Top 8. La permaculture et les guildes. Cela nous amène à l'un des concepts les plus importants. Travailler avec la nature, pas contre elle. La permaculture, le mot vient de permanent agriculture, agriculture permanente. Coiffés dans les années 70 par 2 Australiens, Bill Mollison et David Holmgren. Mais les principes derrière elles sont anciens. Cela signifie observer, comprendre, imiter, voir comment la nature fonctionne, apprendre d'elle, copier ses méthodes. Allez dans la forêt, que voyez-vous? Le sol est toujours couvert de feuilles, de mousse et de petites plantes. Il y a de nombreuses plantes différentes sur un petit espace. Arbres, arbustes, herbes, graminées, mousse. Tout en même temps. Tout est en réseau. Les arbres apportent de l'ombre. Les feuilles tombent et nourrissent le sol. Les champignons relient les racines de toutes les plantes en un réseau géant. Le Wood Wide Web. Les nutriments sont partagés. Les informations sur les nuisibles sont transmises. C'est un système parfait qui s'auto-entretient. Personne ne fertilise une forêt, personne ne l'arrose, personne ne désherbe. Et pourtant, tout pousse magnifiquement. Pourquoi? Parce que le système est en équilibre, parce qu'il se régule lui-même, parce qu'il travaille avec la nature, pas contre elle. Transposez cela à votre jardin. La permaculture ne signifie pas que vous laissez votre jardin devenir sauvage. Cela signifie que vous le concevez de manière à ce qu'il fasse le plus possible de travail tout seul. Ne plantez pas en rangée droite tous les 20 cm avec précision. C'est militaire, c'est contre nature. Plantez en guilde. Une guilde est un groupe de plantes qui se soutiennent mutuellement. Exemple d'une guilde de vergers. Au milieu, un pommier. Autour du tronc, vous plantez de la consoude. La consoude a des racines profondes qui font remonter le potassium des profondeurs. Ses feuilles sont riches en nutriments. Elles tombent et nourrissent l'arbre. Autour de la consoude, vous plantez de l'ail ou de la ciboulette. Ils éloignent les nuisibles. Autour de cela, des soucis. Ils attirent les insectes bénéfiques. Et tout à l'extérieur, du trèfle comme couvre-sol. Ils fixent l'azote et étouffent les mauvaises herbes. Ces 5 plantes forment une guilde. Elles soutiennent tout le pommier, et le pommier donne des fruits sans produits chimiques, sans soins constants. Utilisez chaque centimètre carré. La permaculture travaille par strates. Plantes hautes, moyennes, basses, couvre-sol, légumes racines sous terre, plantes grimpantes qui poussent vers le haut. Tout en même temps, au même endroit. Cela n'augmente pas seulement le rendement de manière spectaculaire, cela rend votre jardin plus résilient. Si une plante échoue, les autres prennent le relais. Si un nuisible attaque une espèce, les autres sont en sécurité. C'est cela la diversité, la stabilité, la sécurité. Exactement ce dont vous avez besoin en ces temps incertains. Top 9. La spirale d'aromatique. Restez à l'écoute, car cela devient maintenant très concret et pratique. Je vais vous montrer dans un instant comment vous pouvez avoir des herbes fraîches toute l'année avec une simple spirale faite de pierre. Très peu de gens s'en souviennent, mais c'est révolutionnaire pour quiconque veut un maximum de variété sur un espace réduit. Une spirale d'aromatique est un chef-d'œuvre d'efficacité. Sur 2 mètres carrés,
20, 25 ou 30 herbes différentes poussent simultanément sans se gêner. Comment est-ce possible? Grâce à une spirale qui s'enroule vers le haut et crée différents microclimats. Le principe: vous construisez une spirale de pierre qui commence en bas et monte. Au point le plus haut, elle mesure environ 1 mètre de haut. Le diamètre de l'ensemble est d'environ 2 à 3 mètres. La spirale crée différentes zones avec différentes conditions. Au pied de la spirale, vous pouvez même créer un petit bassin, juste un creux peu profond tapissé d'une bâche, rempli d'eau. Là, et juste à côté, c'est humide. Le sol retient l'eau. Vous y plantez des herbes qui aiment l'humidité. Le cresson directement dans l'eau, la menthe au bord. La menthe aime pousser au frais et s'étend vigoureusement. Dans la spirale, elle ne peut pas car elle est limitée par les pierres. La ciboulette aime aussi l'humidité, tout comme l'oseille. Au milieu, à mi-hauteur de la spirale, c'est modérément humide. L'eau s'infiltre depuis le haut. Le sol ne sèche pas aussi vite qu'au sommet. On y met des herbes qui préfèrent des conditions moyennement humides. Le persil, plat et frisé, la coriandre, le basilic, le cerfeuil, la mélisse citronnée, l'aneth. Tout en haut, au point le plus élevé de la spirale, c'est sec et ensoleillé. Les pierres chauffent et emmagasinent la chaleur. L'eau s'écoule rapidement. Le sol est pauvre, peut-être mélangé à du sable. Ce sont des conditions parfaites pour les herbes méditerranéennes. Elles viennent de la région méditerranéenne où les étés sont chauds et secs. On y plante du thym de différentes variétés, du romarin, qui devient ligneux et reste des années, de la sauge, argentée et aromatique, de l'origan, qui pousse à plat, de la lavande au bord où elle a de la place, et de la sarriette. Vous construisez la spirale avec des pierres ramassées gratuitement, en forêt, au bord des champs, dans les lits de ruisseaux secs. Demandez aux agriculteurs qui retirent les pierres de leurs champs. La plupart sont heureux de s'en débarrasser. Vous n'avez pas besoin de mortier. Un mur de pierres sèches suffit. Empilez simplement les pierres les unes sur les autres, les grosses et lourdes en bas, les plus petites en haut. La forme en spirale donne de la stabilité. Les pierres se maintiennent entre elles. Les pierres ont plusieurs fonctions. Elles stabilisent la structure, elles emmagasinent la chaleur le jour et la restituent la nuit, ce qui prolonge la saison de croissance. Et dans les interstices entre les pierres s'installent des lézards, des crapauds et des insectes, autant d'auxiliaires qui mangent les nuisibles. Les pierres créent de l'ombre pour les habitants du sol et un abri. Vous remplissez la spirale de terre de jardin fertile en bas, de préférence un peu argileuse pour retenir l'humidité, terre de jardin normale mélangée à du compost au milieu, terre pauvre mélangée à du sable ou du gravier fin en haut. Plus on monte, plus c'est drainant. Cela imite les habitats naturels des plantes. Après la construction, vous plantez vos herbes, des petits plants de jardinerie, ou vous les faites pousser vous-même, ou vous divisez des plantes de voisins. Une fois plantées, la plupart des herbes n'ont presque besoin d'aucun soin. Les herbes méditerranéennes sont extrêmement frugales. Une fois établies, on ne les arrose qu'en cas de sécheresse extrême. On n'a presque jamais besoin de les fertiliser. Elles préfèrent un sol pauvre. Trop d'engrais les rend fragiles, sensibles et réduit l'arôme. Votre spirale d'aromatique produit toute l'année. Au printemps, la ciboulette, le persil et l'oseille germent. En été, vous avez l'abondance. Basilic, aneth, coriandre. En automne, récoltez le thym et la sauge pour les réserves d'hiver. En hiver, tant que le sol n'est pas gelé en profondeur, vous pouvez récolter le romarin, le thym et la sauge. Ils sont persistants ou semi-persistants. Les herbes fraîches ne sont pas seulement du goût, c'est de la médecine. Nos ancêtres le savaient. Chaque herbe a des vertus curatives. Le thym pour la toux et la bronchite, ses huiles essentielles fluidifient le mucus et ont un effet antibactérien. La sauge pour les maux de gorge et les inflammations buccales, gargarisme à l'infusion de sauge. La menthe poivrée pour les maux d'estomac et de tête. La camomille calme l'estomac. La lavande calme les nerfs et favorise le sommeil. Le romarin stimule la circulation et aide en cas de tension basse. Votre spirale d'aromatique est une pharmacie vivante, gratuite, toujours disponible. Pas de médicaments périmés, pas d'effets secondaires,
seulement le pur pouvoir guérisseur de la nature, avec en prime un goût délicieux en cuisine. Du persil sur les pommes de terre, du basilic sur les tomates, du romarin avec les pommes de terre sautées, du thym dans les soupes, de l'aneth avec les légumes marinés. Votre spirale d'aromatique vous rend indépendant à bien des égards. Top 10. Le jardin en trou de serrure. Keyhole Garden. Le 10e principe semble inhabituel, mais il est brillant. Le jardin en trou de serrure. Imaginez un bac rond, d'environ 3 mètres de diamètre. De l'extérieur, cela ressemble à un bac surélevé rond normal, mais au milieu, un petit sentier étroit s'enfonce, d'environ 60 cm de large. Vu d'en haut, cela ressemble à un trou de serrure, d'où son nom. Au centre du bac, au bout de ce sentier, se trouve un panier cylindrique fait de grillage à mailles larges ou tressé avec des brindilles, d'environ 1 mètre de haut et 50 cm de diamètre. Ce panier est le cœur du système. Dans ce panier, vous jetez directement vos déchets de cuisine, tous les jours, pas besoin de compostage préalable. Épluchures de légumes, restes de fruits, marcs de café, feuilles de thé, coquilles d'œufs, tout ce qui est organique. Les déchets pourrissent directement là, dans le panier. Les bactéries et les vers du bac environnant migrent à l'intérieur et décomposent le tout. Les nutriments s'infiltrent latéralement dans le bac. Les plantes tout autour sont continuellement nourries. En même temps, le contenu du panier s'affaisse. Vous pouvez continuer à le remplir. Le sentier étroit vous permet d'aller au milieu sans marcher sur la terre. Depuis le sentier, vous atteignez environ 60 cm dans le bac. Depuis l'extérieur, également 60 cm. Cela signifie que vous pouvez atteindre confortablement chaque plante dans ce bac de 3 mètres, de l'intérieur ou de l'extérieur, sans jamais piétiner le sol. Un sol non piétiné reste meuble. Les racines peuvent pousser facilement. La structure reste intacte. Vous construisez le jardin en trou de serrure de la même manière qu'un bac surélevé normal. Une bordure de pierre, de bois ou de ce que vous avez. Un remplissage par couche, du grossier au fin. Le panier central se tient libre au milieu. Vous le remplissez par le haut. Le système présente plusieurs avantages. Premièrement, zéro travail de compostage. Pas de tas à retourner, pas de transport de compost vers les bacs. Tout se passe sur place. Deuxièmement, les plantes reçoivent une nourriture continue. Pas une fois par an, mais quotidiennement lorsque vous y jetez vos déchets. Cela conduit à une productivité énorme. Troisièmement, cela économise de l'espace. Sur 3 mètres de diamètre, des dizaines de plantes poussent, et vous pouvez toutes les atteindre. Les jardins en trous de serrure viennent originellement d'Afrique. Au Lesotho, des organisations humanitaires les ont introduits pour aider les familles à cultiver des légumes sur un espace très réduit. Ils se sont avérés extrêmement efficaces. Entre-temps, des gens du monde entier utilisent cette méthode. Vous pouvez encore améliorer le jardin en trou de serrure. Placez un couvercle sur le panier central pour ne pas attirer les mouches, ou jetez un peu de terre ou de feuilles par-dessus après chaque remplissage. Cela recouvre les déchets et évite les odeurs. En hiver, vous pouvez isoler le panier avec une épaisse couche de paille pour qu'il ne gèle pas à cœur et que la décomposition se poursuive lentement. Le jardin en trou de serrure est élégant, il est intelligent et il montre comment obtenir de grands effets avec des idées simples. La forme suit la fonction. La forme du trou de serrure résulte de la fonction. Compostage central plus bonne accessibilité tout autour. La perfection. Top 11. L'engrais vert. Gründüngung. Voici maintenant un principe que très peu de gens connaissent, mais qui fait la différence entre un bon jardin et un jardin exceptionnel. L'engrais vert. Votre sol n'est pas une matière morte, c'est un écosystème vivant. Dans une poignée de terre de jardin fertile, vivent plus d'organismes qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Des millions de bactéries, des milliers de spores de champignons, des centaines de nématodes, d'acariens, de colamboles et des dizaines de vers de terre par mètre carré. Ils ont tous besoin de nourriture, et si le sol est pauvre, ils meurent. Et alors vos plantes sont faibles. Parce que les plantes ont besoin de ces organismes. Elles ont besoin des nutriments qu'ils libèrent et de la structure meuble qu'ils créent. L'engrais vert est la solution.
Cela signifie que vous plantez certaines plantes uniquement pour améliorer le sol, pas pour la récolte. Elles poussent, elles meurent, elles pourrissent et le sol s'améliore. En automne, quand les bacs sont vides après la dernière récolte, vous semez des plantes d'engrais verts. La phacélie est l'une des meilleures, aussi appelée l'ami des abeilles, parce que ses fleurs violettes attirent les abeilles et autres pollinisateurs. Elle pousse vite, et ses racines s'enfoncent profondément, ameublissant le sol jusqu'à 60 cm de profondeur, mieux que vous ne pourriez le faire avec une bêche. Quand elle gèle en hiver, vous la coupez et la laissez sur place comme paillis, ou vous l'incorporez superficiellement au sol. Elle pourrit et nourrit les micro-organismes. La moutarde est une autre option. Elle pousse extrêmement vite. En 4 semaines, elle fait 30 cm de haut. Ses racines excrètent des substances qui chassent les ravageurs du sol, en particulier les nématodes qui attaquent les racines. Après un hiver avec de la moutarde, vous avez moins de problèmes de racines l'année suivante. Les vesses, les pois et le trèfle sont des légumineuses. Ils ont un super pouvoir. Sur leurs racines vivent des bactéries fixatrices d'azote. Ces bactéries peuvent capter l'azote de l'air et le transformer en une forme utilisable par les plantes. L'air est composé à 78% d'azote, mais sous cette forme, les plantes ne peuvent pas l'absorber. Les bactéries fixatrices d'azote apportent cet azote dans le sol, de l'engrais gratuit venant de l'air. Si vous arrachez une vesse ou un pois du sol, vous verrez de petits nodules sur les racines. Ce sont les colonies bactériennes, pleines d'azote. Quand la plante meurt et pourrit, cet azote est libéré. Les plantes suivantes que vous cultiverez recevront un coup de pouce de croissance. Le seigle est un engrais vert traditionnel. Il pousse même en hiver quand rien d'autre ne pousse. Ses racines pénètrent densément le sol, ce qui le stabilise et empêche l'érosion. Au printemps, vous le fauchez et l'incorporez, ou le laissez comme paillis. Vous pouvez aussi utiliser des mélanges, différentes plantes d'engrais verts combinés. Chacune apporte ses avantages. Ensemble, elles ont un effet encore plus fort. La beauté de l'engrais vert, cela ne coûte presque rien. Les graines sont bon marché. 1 kilo de graines de phacélie coûte environ 10 € et suffit pour 100 mètres carrés. La moutarde est encore moins chère. Les légumineuses, vous pouvez même les multiplier vous-même en laissant quelques plantes monter en graines. Chaque année où vous pratiquez l'engrais vert, votre sol devient meilleur, plus riche, plus vivant et plus sombre. Après 5 ans, vous avez un sol comme on n'en trouve normalement qu'en forêt, grumeleux, plein de vie, plein de nutriments. Les plantes poussent presque toutes seules. C'est une vision à long terme. C'est un investissement dans l'avenir. C'est le soin du sol au plus haut niveau. Top 12. La lutte naturelle contre les nuisibles. Le 12e principe est celui que nos grands-parents connaissaient, mais que nous avons oublié. La lutte naturelle contre les nuisibles. La chimie coûte cher. La chimie tue non seulement les nuisibles, mais aussi les insectes bénéfiques. La chimie empoisonne votre nourriture. La chimie s'accumule dans le sol. La chimie tue les abeilles et autres pollinisateurs. Sans pollinisateurs, pas de fruits. On peut faire autrement. La nature a développé des solutions qui fonctionnent depuis des millions d'années. Le principe s'appelle l'équilibre écologique. Dans la nature, il n'y a pas de fléau de nuisibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis naturels. Pour chaque nuisible, il existe un auxiliaire qui le mange. Votre tâche est d'attirer ces auxiliaires et de leur offrir un habitat. Les coccinelles sont des auxiliaires fantastiques. Une seule coccinelle mange jusqu'à 50 pucerons par jour. Les larves en mangent encore plus. Comment attirer les coccinelles? Planter des soucis. Les soucis fleurissent tout l'été. Leurs fleurs produisent du nectar et du pollen. Les coccinelles se nourrissent non seulement de pucerons, mais aussi de pollen. Les soucis leur donnent une nourriture supplémentaire. En même temps, les soucis offrent un abri. Plantez-les partout entre vos légumes. Ils sont non seulement utiles, ils sont aussi beaux. Les cirfes ressemblent à des guêpes mais sont inoffensifs. Leurs larves sont des chasseuses de pucerons voraces. Une seule larve mange plusieurs centaines de pucerons dans sa vie. Les cirfes adorent les ombellifères. Plantez de l'aneth, du fenouil, de la coriandre, de la livèche et du persil. Laissez-les fleurir. Les fleurs minuscules attirent les cirfes en masse.
Les chrysores sont aussi d'excellentes destructrices de pucerons. Leurs larves sont populairement appelées lions des pucerons, à juste titre. Elles sont extrêmement efficaces. Les chrysores aiment hiverner dans des espaces creux. Construisez des hôtels à insectes ou suspendez simplement des fagots de tiges de bambou ou de tiges creuses. Les chrysores s'y installent et y restent. Laissez un coin de votre jardin sauvage. Ne taillez pas tout. Laissez les orties. Laissez les herbes monter. Laissez les tiges de plantes sèches durant l'hiver. Dans ce coin sauvage, les hérissons s'installent. Les hérissons mangent les limaces, les coléoptères et les insectes. Un hérisson consomme jusqu'à 70 grammes d'insectes par nuit. Sur un été, cela représente plusieurs kilogrammes. Installez des abris à hérissons à plusieurs endroits. Un panier renversé avec une entrée ou un tas de broussailles. Les hérissons aiment s'y installer. Les crapauds sont aussi de grands aides. Un crapaud commun mange environ 10 limaces par nuit, plus des centaines de petits insectes. Les crapauds ont besoin d'humidité et d'abri. Un petit bassin ou même une écuelle d'eau peu profonde les attire. Des tas de pierres ou de bois offrent des cachettes pour la journée. Les lézards mangent des insectes de toutes sortes. Ils adorent les endroits ensoleillés. Empilez des pierres dans les endroits bien exposés. Les pierres chauffent et les lézards viennent d'y prendre le soleil. Ils nichent dans les interstices. Les carabes sont des chasseurs nocturnes. Ils mangent les œufs de limaces, les chenilles et les vers. Ils aiment les cachettes sombres et humides le jour. Posez des planches ou des pierres plates sur le sol. Les carabes s'installent dessous. Installez des tas de bois, bois morts, vieilles branches, bûches, planches. Ils pourrissent lentement et pendant ce temps, ils sont l'habitat de innombrables auxiliaires. Les abeilles sauvages nichent dans les tiges hautes ou les trous dans le bois. Les perce-oreilles se cachent dans les crevasses et mangent les pucerons la nuit. Les araignées tissent leurs toiles et attrapent les mouches. Les carabes chassent sous la protection du bois. Votre jardin devient un système qui se régule tout seul. Oui, il y aura des pucerons, mais avant qu'ils ne deviennent un fléau, les coccinelles arriveront. Il y aura des limaces, mais les hérissons et les crapauds les garderont sous contrôle. Il y aura des chenilles, mais les oiseaux en nourriront leurs petits. La nature a perfectionné cela pendant des millions d'années. Prédateurs et proies en équilibre. Vous n'avez qu'à créer les bonnes conditions. Ensuite, elle fait le travail pour vous, gratuitement, de manière fiable, durable. Et vous avez un jardin plein de vie, plein de bourdonnements et de gazouillis, plein de mouvements. Ce n'est pas seulement pratique, c'est aussi beau. Cela nourrit l'âme. Top 13. Les purins végétaux. Josh. Voici maintenant quelque chose de pratique qui fonctionne immédiatement et ne coûte rien. Les purins végétaux. Vous avez peut-être entendu parler du purin d'ortie, peut-être aussi du purin de consoude. Mais savez-vous à quel point c'est incroyablement simple et efficace? Les plantes contiennent des nutriments. Quand elles pourrissent, ces nutriments sont libérés. Normalement, cela prend des mois, mais vous pouvez l'accélérer par fermentation dans l'eau. Le résultat est une solution nutritive concentrée, un engrais liquide, le meilleur qui soit, gratuit, issu des plantes sauvages. Le purin d'ortie est le plus connu. Ramassez un seau plein d'ortie. Portez des gants, elles piquent. Coupez les plantes en petits morceaux. Remplissez un seau ou un baril à moitié d'ortie. Versez de l'eau de pluie par-dessus jusqu'à ce que le contenant soit rempli à environ 80%. Pas totalement plein car cela mousse. Couvrez le contenant, mais pas de manière hermétique. L'air doit pouvoir entrer, sinon la fermentation tournera mal. Placez-le dans un coin éloigné car il ne sent pas bon. Intense, piquant, désagréable. Mais c'est temporaire. Remuez une fois par jour avec un bâton ou une tige. Cela aère le purin et accélère le processus. Après environ 2 semaines en été, 3 à 4 semaines au printemps ou en automne, le purin est prêt. Vous le reconnaissez car il ne mousse plus. Le liquide est sombre. Il sent toujours mauvais, mais différemment du début. Testez-le. Mettez une giclée dans un verre d'eau. L'eau est-elle claire ou trouble? Si elle est claire, le purin est prêt. Diluez le purin à raison de 1 pour 10 avec de l'eau. 1 litre de purin pour 10 litres d'eau. Arrosez ensuite vos plantes avec, directement aux racines, pas sur les feuilles. Le purin d'ortie apporte principalement de l'azote. L'azote favorise la croissance des feuilles.
Parfait pour les légumes feuilles comme la laitue, l'épinard et les choux. Parfait pour les tomates et les poivrons en phase de croissance. Arrosez toutes les 2 semaines avec du purin dilué. Les plantes explosent littéralement. Le purin de consoude est moins connu, mais tout aussi précieux. La consoude est une plante sauvage aux grandes feuilles rugueuses. Elle aime pousser dans les endroits humides. La consoude a des racines extrêmement profondes, jusqu'à 2 mètres. Ces racines vont chercher des minéraux à des profondeurs que les autres plantes n'atteignent jamais, en particulier le potassium. Le potassium est important pour les fleurs et les fruits. Faites du purin de consoude exactement comme le purin d'ortie. Diluez-le au 10e. Arrosez les tomates, poivrons, courgettes, courges et haricots avec dès qu'ils commencent à fleurir. Le potassium favorise la formation des fruits. Plus de fleurs, plus de fruits, meilleur goût. Le purin de prêle est un cas particulier. La prêle des champs contient beaucoup de silice. La silice renforce les parois cellulaires des plantes. Les plantes aux parois cellulaires solides sont plus résistantes aux maladies cryptogamiques comme le mildiou et l'oïdium. Ramassez de la prêle au début de l'été, faites-en du purin ou faites une décoction. Faites bouillir de la prêle dans l'eau, laissez mijoter 20 minutes, laissez refroidir, filtrez. Diluez au 5e. Pulvérisez les plantes avec toutes les 2 semaines. C'est préventif. Si les maladies fongiques éclatent, il est trop tard. Mais si vous pulvérisez régulièrement, vous n'aurez presque aucun problème. Ces 3 purins couvrent presque tout: croissance, formation des fruits, protection contre les maladies. Et ils ne coûtent rien. Vous ramassez des plantes sauvages, vous faites du purin, vous nourrissez votre jardin. Cycle, perfection. Nos ancêtres connaissaient cela avant qu'il n'y ait des engrais synthétiques, avant qu'il n'y ait la chimie. Ils utilisaient ce que la nature offrait et ils avaient des jardins magnifiques. Top 14. L'échange de graines et la communauté. Le 14e principe est à la fois social et astucieux. L'échange de graines. Vous avez appris à conserver vos propres semences. C'est l'indépendance. Mais la diversité fait la force, et la diversité s'obtient par l'échange. Cherchez des personnes partageant les mêmes idées dans votre communauté. Demandez dans un centre pour seniors, dans une paroisse, dans un club de jardinage ou au marché hebdomadaire. Parlez aux gens qui vendent des légumes. Ce sont souvent des jardiniers amateurs qui récoltent plus qu'ils ne consomment. Ce sont généralement des jardiniers enthousiastes qui aiment en parler. Demandez s'ils échangent des graines. La plupart seront immédiatement intéressés. Organisez une journée d'échange de graines. Ce n'est pas compliqué du tout. Invitez des gens, par exemple dans un centre communautaire ou un café. Chacun apporte des graines, étiquetées avec la variété et éventuellement des propriétés spéciales. Chacun est autorisé à prendre ce qu'il veut et donne ce qu'il peut. Cela fonctionne merveilleusement bien. Les gens sont généreux dans ce contexte. Chaque année, votre collection s'agrandit. Chaque année, vous essayez de nouvelles variétés. Certaines fonctionnent mieux que d'autres chez vous. Vous gardez les meilleures. Vous transmettez les autres lors du prochain échange. Peut-être fonctionneront-elles bien pour quelqu'un d'autre. Ainsi, au fil des ans, une collection de semences se constitue, parfaitement adaptée à votre lieu, résiliente, diversifiée, et vous tissez des liens. Vous apprenez à connaître d'autres jardiniers. Vous échangez non seulement des graines, mais aussi du savoir, des astuces, des expériences, des recettes, peut-être même des plans ou des surplus de récolte. C'est cela la communauté. C'est le cœur d'une économie locale fonctionnelle, l'entraide, l'échange au lieu de l'achat, les relations au lieu de l'anonymat. En temps de crise, de tels réseaux valent de l'or. Quand l'approvisionnement s'effondre, les gens qui se connaissent, qui se font confiance, qui ont des liens, s'entraident. Construisez ces relations maintenant, pas seulement quand vous en aurez besoin. Top 15. Les légumes d'hiver. Voici maintenant quelque chose que beaucoup négligent, alors que cela assure votre approvisionnement en hiver. Les légumes d'hiver. La plupart pensent que jardin signifie été, d'avril à octobre. Puis c'est la pause. Mais les jardiniers vraiment malins savent que l'hiver est tout aussi important. Le chou frisé, l'une des plantes les plus robustes qui soit, il tolère le gel jusqu'à -15 degrés Celsius. Oui, -15. Le gel le rend même meilleur.
le froid transforme l'amidon en sucre. Le chou frisé après les premières gelées a un goût plus sucré, plus doux. Vous le plantez en juillet ou août. Il pousse tout l'automne. En novembre, vous commencez à récolter. Vous cueillez les feuilles du bas. La plante continue de pousser par le haut. Ainsi, vous récoltez tout l'hiver jusqu'en mars. Une seule plante fournit kilogramme après kilogramme de feuilles. Les choux de Bruxelles, également résistants au gel. Ils restent tout l'hiver. Vous récoltez les petits choux sur les tiges progressivement de bas en haut. Frais du jardin après une gelée, les choux de Bruxelles ont un goût fantastique, sucré, avec un goût de noisette. Rien à voir avec ce que l'on trouve au supermarché. Le poireau, résistant au gel jusqu'à -10 degrés. Il reste dans le bac et vous le récoltez dès que vous en avez besoin pour des soupes, des gratins ou des quiches. Le poireau est doux, agréable et polyvalent. La mâche, le légume d'hiver par excellence. Semée en septembre, elle pousse lentement mais sûrement, même par temps froid. Vous récoltez de novembre à avril. Encore et encore, vous coupez les rosettes juste au-dessus du sol. Souvent, elles repoussent et vous avez une deuxième récolte. Le pourpier d'hiver, un légume presque oublié. Semé en septembre ou octobre. Il pousse même par temps de gel. Ses feuilles charnues ont un goût doux, légèrement noisette. Parfait pour les salades ou brièvement cuit à la vapeur. L'épinard d'hiver. Il existe des variétés spéciales pour l'hiver, semées en septembre. Il pousse jusqu'en décembre, puis stagne. En février, il reprend sa croissance. En mars et avril, vous avez des épinards frais. La beauté des légumes d'hiver. Vous les plantez une fois en fin d'été. Ensuite, ils restent tout l'hiver. Vous n'arrosez presque pas. Il pleut généralement assez. Vous ne désherbez pas. Les mauvaises herbes ne poussent guère en hiver. Vous ne fertilisez pas. Les plantes poussent lentement. Vous récoltez simplement quand vous avez besoin de quelque chose. En hiver, quand les supermarchés sont chers, quand les légumes importés coûtent une fortune car ils arrivent par avion d'Espagne ou du Maroc, quand tout, sauf le chou et les carottes, est rare, quand tout le monde dépend des conserves, vous allez dans votre jardin et prenez du chou frisé frais, des choux de Bruxelles frais, de la mâche fraîche. C'est non seulement une économie d'argent, c'est l'indépendance, la sécurité, la qualité de vie quand les autres doivent s'en passer. Top 16. Les buts de culture. Hugelkultur. Le 16e principe demande du travail à l'installation, mais n'est que pur bonheur par la suite. Les buts de culture. Vous avez entendu parler des bacs surélevés. Les buts de culture en sont la version supérieure. Imaginez creuser une tranchée peu profonde, de 30 à 40 cm de profondeur, d'environ 1 mètre de large et de la longueur souhaitée. Vous mettez la terre de côté. Dans la tranchée, vous placez du bois, de grosses bûches, des branches, tout ce que vous avez, aussi du bois à moitié pourri de la forêt. Plus il y en a, mieux c'est. Remplissez complètement la tranchée de bois. Par-dessus vient du bois plus petit, des brindilles, des broussailles. Ensuite, une épaisse couche de feuilles, puis une couche de compost semi-fini ou de tonte de gazon, et tout en haut, la terre que vous avez creusée plus de la bonne terre de jardin ou du compost supplémentaire. Le résultat est un bac d'environ 60 à 80 cm de haut, une petite colline. Que se passe-t-il? Le bois à l'intérieur commence à pourrir lentement au fil des ans. Cela crée de la chaleur. La butte est plus chaude que le sol environnant. C'est mesurable. Les plantes poussent plus vite. La saison est prolongée de plusieurs semaines, parfois des mois. Vous pouvez planter plus tôt au printemps et récolter plus tard en automne, car la butte se chauffe de l'intérieur. La structure de la butte est extrêmement meuble. Les racines trouvent leur chemin facilement et s'enfoncent profondément. Cela rend les plantes résistantes à la sécheresse. Même lors des journées chaudes, elles ne fanent pas, car leurs racines atteignent l'intérieur humide et profond. La surface de la butte est plus grande que sa base. Une butte a des flancs. Ces flancs sont une surface de plantation supplémentaire. Sur 1 mètre de largeur, parce que vous plantez aussi sur les côtés, vous utilisez la surface d'1,5 mètre. Plus d'espace pour les plantes. La butte s'affaisse au fil des ans. La première année peut être de 10 cm, la deuxième année encore de 10. C'est normal, cela montre que le bois pourrit. Il vous suffit de compléter avec un peu de compost.
Après 5 à 7 ans, le bois est largement décomposé. La butte est maintenant plus plate, peut-être encore 40 cm de haut, mais la terre est incroyable, noire, grumeleuse, pleine de vie, la terre la plus fertile que vous ayez jamais eue. Après 10 à 20 ans, le bois est complètement décomposé. La butte est plate, mais vous avez profité pendant des décennies de cette installation unique. Les buttes de culture sont un vieux principe germanique. En Europe de l'Est, on les appelle Hügelkultur. Elles fonctionnent depuis des siècles. Surtout dans les régions au climat frais ou aux étés courts, elles sont géniales. La chaleur fait la différence entre une récolte correcte et une récolte exceptionnelle. La construction est un travail. Creuser, transporter du bois, empiler, remplir. Mais vous faites ce travail une fois et plus jamais. La butte travaille pour vous pendant 20 ans. Un investissement dans l'avenir. Top 17. Le lombricompostage et l'or noir. Et le dernier, le 17e principe, est peut-être le plus sous-estimé, l'amélioration du sol par le lombricompost. Vous avez appris le compostage normal. Le lombricompostage, c'est le niveau supérieur. Procurez-vous des vers de compost, pas des vers de terre normaux. Ceux-là vivent profondément dans le sol et ne conviennent pas. Vous avez besoin de vers de compost, aussi appelés vers de fumier, Eisenia fetida ou Eisenia andrei. Ils vivent en surface dans la matière organique en décomposition. Vous pouvez en obtenir auprès d'autres jardiniers lors d'un échange ou en trouver dans de vieux tas de fumier ou de compost. Ou vous les achetez une fois. Une poignée suffit, ils se multiplient rapidement. Mettez-les dans une boîte en bois, une boîte en plastique, peu importe, d'environ 50 litres de volume. Percez des trous dans le fond pour le drainage. Placez la boîte sur des pieds avec un plateau en dessous pour recueillir le thé de verre. Remplissez la boîte à moitié avec de la terre et du carton ou du papier journal déchiré. Humidifiez le tout. Mettez les vers dedans et nourrissez-les avec des restes de légumes. De petites quantités au début, jusqu'à ce que les vers se soient installés. Les vers mangent. Ils mangent énormément, leur propre poids chaque jour. Une poignée de vers transforme plusieurs kilogrammes de déchets par mois. Ils digèrent et produisent de l'humus de verre, les déjections de verre. Cela semble peu ragoûtant, mais c'est de l'or noir, inodore et grumeleux. L'humus de verre est l'engrais naturel le plus concentré qui existe. Il contient tous les nutriments des matériaux d'origine, mais sous une forme parfaitement assimilable par les plantes. Il contient des enzymes, des hormones et des micro-organismes qui stimulent la croissance des plantes. Des études montrent que les plantes fertilisées avec de l'humus de verre poussent plus vite et forment plus de feuilles, de fleurs et de fruits. Elles sont plus résistantes aux maladies et aux nuisibles. Une cuillère à café d'humus de verre suffit pour un grand pot de fleurs. C'est dire s'il est concentré. Après quelques mois, la boîte est pleine d'humus de verre. C'est le moment de la récolte. Poussez tout le contenu d'un côté de la boîte. Remplissez le côté vide avec de la terre fraîche et du carton. Placez de nouveaux restes de légumes sur le côté frais. Les vers migrent vers la nourriture. Après 2 semaines, presque tous les vers sont du côté frais. Retirez l'humus de verre de l'autre côté. C'est fait. De plus, les vers produisent du thé de verre, le liquide qui s'écoule par les trous au fond de la boîte et s'accumule dans le plateau. Ce thé de verre est un super engrais liquide, plein de nutriments et de micro-organismes. Diluez-le au 10e avec de l'eau. Arrosez vos plantes avec ou pulvérisez les feuilles. Les plantes peuvent aussi absorber les nutriments par les feuilles. L'effet est immédiatement visible. Des feuilles plus sombres, une croissance plus vigoureuse. Tout cela se passe dans une petite boîte. Vous pouvez l'avoir dans le garage, au sous-sol, même dans l'appartement si vous le souhaitez. Car bien gérée, une boîte à vers ne sent rien. Les vers ont besoin de peu d'attention. Nourrir une fois par semaine, vérifier l'humidité occasionnellement, c'est tout. Et ils transforment les déchets de cuisine en l'engrais le plus précieux au monde. Ce sont les 17 principes. Mais laissez-moi vous montrer comment ils fonctionnent ensemble, car c'est crucial. Imaginez votre jardin dans 1 an. Vous avez construit des bacs surélevés avec des matériaux gratuits. Ils sont confortables à travailler. Le sol est couvert de paillis. Vous arrosez rarement avec l'eau de pluie gratuite de vos barils. Vous ne désherbez presque pas,
car le paillis étouffe les mauvaises herbes. Votre tas de compost transforme les déchets de cuisine en nourriture pour les plantes. Le jardin en trou de serrure fait de même, directement dans le bac. Vos plantes poussent en culture associée, se protégeant et se renforçant mutuellement. Les auxiliaires ont trouvé un habitat et régulent les nuisibles sans votre intervention. Vous fertilisez avec vos propres purins et votre humus de verre. Vous utilisez vos propres graines, échangées et multipliées au fil des ans. Les pommes de terre poussent dans une tour sur un espace réduit. L'engrais vert prépare les bacs pour la saison suivante. La butte de culture prolonge la période de récolte. En hiver, vous récoltez du chou frisé frais. Votre spirale d'aromatique fournit remèdes et assaisonnement toute l'année. Vous faites partie d'un réseau local de jardiniers qui partagent graines, connaissances et surplus. Voyez-vous comment tout s'imbrique? Chacun de ces principes fonctionne seul, mais ensemble, ils forment un système. Un système qui demande de moins en moins de travail à mesure qu'il tourne. Un système qui devient de plus en plus productif avec le temps. Un système qui vous rend indépendant de la hausse des prix, des chaînes d'approvisionnement incertaines, du bon vouloir du supermarché et des fluctuations de l'économie. Je sais de quoi je parle. J'ai vu des gens qui, à 80 ans, vont encore dans leur jardin tous les jours. Pas parce qu'ils le doivent, mais parce que ce jardin leur donne ce qu'aucune assurance, aucun compte bancaire et aucune pension ne peut donner. Le sentiment d'efficacité personnelle, l'impression d'être encore nécessaire pour les plantes qui attendent leurs soins, pour eux-mêmes car ils font quelque chose de sensé, et la sécurité d'être pourvus. Peu importe ce qui arrive, peu importe la crise, peu importe les prix, ils ont leur propre nourriture. Beaucoup de gens disent « Je suis trop vieux pour commencer, je suis trop faible, je n'ai plus la force pour un jardin, mon dos, mes genoux, mes mains. » Mais c'est un malentendu. Ces méthodes ont été développées exactement pour cela, pour des gens comme vous, pour des gens qui travaillent intelligemment, pas durement, qui utilisent leur énergie à bon escient, qui investissent une fois et récoltent ensuite. Vous construisez un bac surélevé une fois et l'utilisez pendant 20 ans. Vous installez le paillis une fois et vous vous épargnez des centaines d'heures de travail. Vous collectez l'eau de pluie une fois et êtes indépendant pour tout l'été. Vous plantez une spirale d'aromatique une fois et récoltez pendant des décennies. Ce n'est pas de la force, c'est de l'intelligence, c'est de l'expérience, c'est de la sagesse. Nos grands-parents n'avaient pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Pas de jardinerie avec de la terre prête à l'emploi, pas d'engrais synthétiques d'usine, pas d'outils haute performance. Mais ils avaient le savoir. Le savoir sur les cycles, sur les liens, sur la patience, sur la nature. Et ce savoir les a aidés à traverser des temps difficiles, des guerres, des crises économiques, des années où l'approvisionnement s'est effondré. Le jardin n'était pas un hobby, pas un passe-temps, pas une décoration. Le jardin était la vie, la survie, la garantie silencieuse que la famille s'en sortirait. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des défis similaires, peut-être pas identiques, mais similaires sur le fond. Les prix augmentent plus vite que jamais, 20% d'inflation sur la nourriture certaines années. Les pensions suffisent de moins en moins. Ce qui permettait une vie confortable il y a 10 ans suffit à peine aujourd'hui. Les chaînes d'approvisionnement sont devenues fragiles. La livraison juste à temps signifie qu'il n'y a plus de stockage. Si la chaîne vacille, les rayons sont vides. Nous l'avons vu. Pendant la pandémie, rayons vides, rationnement, panique. Et ceux qui s'en sont le mieux sortis n'étaient pas les plus riches, pas ceux qui avaient le plus gros compte en banque, mais ceux qui avaient un jardin, qui n'étaient pas dépendants du système, qui pouvaient se nourrir eux-mêmes. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est du réalisme. Le monde ne devient pas plus stable, il devient plus instable. Les crises deviennent plus fréquentes, pas plus rares. Le changement climatique, les tensions politiques, les incertitudes économiques, tout cela affecte votre approvisionnement, votre sécurité. Être réaliste, c'est être préparé. Mais être préparé ne signifie pas forcément avoir peur. Cela peut aussi signifier de la joie. La joie de voir les premières pousses au printemps que vous avez plantées en automne. La joie de récolter des tomates mûres en été, chaudes de soleil. La joie de déterrer les pommes de terre en automne, kilogramme après kilogramme. La joie de couper de la verdure fraîche en hiver quand tout est gris autour. Cette joie est réelle, elle est tangible.
Elle ne nourrit pas seulement le corps, elle nourrit l'âme. Elle donne un sens, une structure, de l'espoir. Et elle vous donne quelque chose qui ne s'achète pas, la dignité. La dignité de ne pas être dépendant, de ne pas compter sur les aumônes, de ne pas être à la merci des autres. Vous avez pourvu à vos besoins. Vous avez planifié, vous avez travaillé, vous avez construit. Et maintenant, vous récoltez non seulement des légumes, mais aussi le respect de soi, la confiance en soi et la certitude. Je peux le faire, j'ai créé cela, j'en suis capable. Il y a des gens qui rient de ces pensées. Ils disent « exagéré, alarmiste, ambiance de fin du monde, tout ira bien, l'État pourvoit, l'économie se redresse, tout redeviendra normal ». Peut-être ont-ils raison. Peut-être que tout restera stable. Peut-être qu'il n'y aura pas de crise. Peut-être que tout cela n'est qu'une peur inutile. Mais même dans ce cas, qu'avez-vous perdu? Vous avez un jardin magnifique. Vous avez des légumes frais, sains, biologiques, sans pesticides, sans chimie. Vous avez de l'exercice au grand air, bon pour le corps, bon pour l'esprit. Vous avez une occupation pleine de sens qui vous épanouit. Vous avez économisé de l'argent, peut-être des centaines d'euros par an. Vous avez gagné en qualité de vie. Ce n'est pas une perte, c'est un gain. Quoi qu'il arrive, vous n'avez que gagné. Mais s'ils n'ont pas raison, si cela devient effectivement difficile, si les prix continuent d'augmenter, si des goulots d'étranglement se produisent, si le rationnement arrive, alors vous êtes préparé, alors vous êtes en sécurité, alors vous avez la paix quand les autres paniquent. Ce n'est pas un luxe, c'est de la prudence, c'est de la prévoyance, c'est de la responsabilité envers soi-même. Je veux que vous compreniez ceci. Ces 17 principes ne sont pas un projet pour un an. Ils ne sont pas un passe-temps que l'on commence et que l'on abandonne. C'est un mode de vie, un chemin qui devient plus facile chaque année, plus productif chaque année, plus beau chaque année. Car un jardin n'est jamais fini. Il se développe, il grandit, il mûrit, tout comme vous. Peut-être pensez-vous maintenant, c'est trop. Je ne peux pas mettre en œuvre ces 17 choses en même temps. Je suis dépassé. Par où commencer? Et c'est une préoccupation légitime, mais vous n'avez pas à le faire. Commencez petit. Choisissez 3 principes, les 3 qui vous attirent le plus, les 3 les plus importants pour votre situation. Mettez-les en œuvre. Cette année, vous vous concentrez dessus, vous les maîtrisez. Et l'année prochaine, vous en ajoutez 3 autres, et celle d'après, encore 3. Étape par étape, patiemment, avec constance, avec régularité. Dans 5 ans, vous aurez un système qui vous nourrit, vous protège et vous épanouit. Et ces 5 ans passeront de toute façon. Le temps passe, que vous fassiez quelque chose ou non. La seule question est, où en serez-vous alors? Avec un jardin ou sans? Avec l'indépendance ou sans? Avec la sécurité ou sans? J'ai rencontré des gens qui ont commencé le jardinage à 65 ans. Ils disaient « J'aurais aimé commencer il y a 20 ans, mais je commence maintenant. Il n'est jamais trop tard. » Et après 10 ans, ils disaient « C'était la meilleure décision de ma vie. » Pas seulement pour les légumes, mais pour tout le reste. La structure que le jardin donne à leur journée, se lever le matin parce que les plantes attendent leurs soins, l'épanouissement de voir quelque chose pousser, de créer quelque chose, la communauté avec les autres jardiniers qu'ils apprennent à connaître, avec qui ils échangent, avec qui ils discutent, la santé grâce à l'exercice, au grand air, à la nourriture fraîche, la sécurité d'être pourvu, d'être indépendant, tout cela ensemble. Le jardin est un professeur, le meilleur que vous puissiez avoir. Il enseigne la patience, car les plantes poussent à leur propre rythme, pas au vôtre. Il enseigne l'humilité, car parfois quelque chose échoue malgré tous les efforts, malgré tout le savoir. Il enseigne la gratitude, car chaque récolte est un cadeau, pas une évidence. Il enseigne la connexion, car on sent à nouveau que l'on fait partie de la nature, pas séparé d'elle, pas au-dessus d'elle. Et il enseigne la confiance, car on apprend que la nature fonctionne, qu'elle est fiable quand on travaille avec elle plutôt que contre elle. Ce sont des leçons devenues rares aujourd'hui dans un monde qui devient plus rapide, plus bruyant, plus agité et plus superficiel. Le jardin est un point de repos, un lieu de clarté, un lieu de lenteur, un lieu où les choses font encore sens, où la cause et l'effet sont directement visibles, où un travail honnête apporte des résultats honnêtes,
où l'on récolte ce que l'on sème, littéralement. C'est guérisseur, pour le corps qui bouge, pour l'esprit qui se concentre, pour l'âme qui trouve la paix. Et laissez-moi dire quelque chose qui semble peut-être surprenant. Un jardin relie les générations. Peut-être avez-vous des petits-enfants, peut-être de jeunes voisins, peut-être des connaissances avec des enfants. Montrez-leur ce que vous faites. Expliquez-leur pourquoi. Parlez-leur des cycles, des liens. Laissez-les aider si vous le souhaitez. Les enfants d'aujourd'hui n'apprennent plus d'où vient la nourriture. Ils pensent qu'elle vient du supermarché, prête, emballée, stérile, anonyme. Mais si vous mettez des graines en terre avec eux, s'ils voient comment une plante naît de cette minuscule graine, s'ils voient la plante grandir jour après jour, s'ils mangent une tomate directement du buisson, chaude de soleil, sucrée et aromatique, alors ils comprennent vraiment pour la première fois. Ils comprennent la valeur, ils comprennent le cycle, ils comprennent la vie, ils comprennent ce que signifie créer quelque chose, s'occuper de quelque chose, récolter quelque chose. Et ce savoir, ils l'emporteront dans leur futur. Ils transmettront ce qu'ils ont appris. Le cycle continue. C'est cela votre héritage. Pas de l'argent, pas des possessions, mais du savoir, des compétences, des valeurs. C'est l'héritage le plus précieux que vous puissiez laisser derrière vous. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause un instant. Respirez profondément. Pensez à votre jardin ou à l'endroit où votre jardin pourrait être. Peut-être un arrière-cour, peut-être un petit morceau de prairie, peut-être un balcon, peut-être même juste quelques grands pots sur la terrasse, peu importe la taille. Imaginez à quoi cela pourrait ressembler dans un an. Les bacs surélevés, remplis de plantes en fleurs et en pleine croissance, la spirale d'aromatiques, parfumée et vivante, pleine d'abeilles, le tas de compost, travaillant tranquillement, créant de la vie à partir de déchets. Le baril de pluie rempli d'eau claire, prêt pour la prochaine période de sécheresse. Les tours à pommes de terre pleines de trésors souterrains. Le jardin en trous de serrure productif et efficace, un petit écosystème. La culture associée, colorée et saine, chaque plante soutient l'autre. Les auxiliaires bourdonnants, rampants, chassants, le sol vit. Tout est relié, tout travaille ensemble. Et vous, au milieu, récoltez, pas seulement des légumes, mais de l'épanouissement. Pouvez-vous le voir? Pouvez-vous le sentir? Pouvez-vous le humer? L'odeur de la terre, des herbes, des tomates mûres? Ce n'est pas un fantasme, c'est une possibilité réelle, tangible. Elle n'attend que votre action. Pas un jour, pas l'année prochaine, pas quand vous aurez plus de temps, plus d'argent, plus de force, mais maintenant, aujourd'hui, en cet instant. Le meilleur moment pour commencer un jardin, c'était il y a 20 ans, quand vous étiez plus jeune, plus fort, aviez plus de temps. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, exactement maintenant, malgré votre âge, malgré vos douleurs, malgré vos doutes. Vous avez appris 17 principes puissants dans cette vidéo, 17 façons éprouvées, testées et fonctionnelles de créer un jardin sans beaucoup d'argent, sans grande force physique, mais avec du savoir, avec de l'astuce, avec un système qui vous nourrit et vous protège. Ces principes ne sont pas nouveaux, ils ne sont pas expérimentaux. Ils ont fait leurs preuves sur des générations, sur des siècles. Ils sont fiables, ils fonctionnent partout, pour tout le monde. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier les utilisent. Des gens comme vous, des personnes âgées, des personnes avec des limitations, des gens avec peu d'espace, peu d'argent, et ils ont tous du succès parce que ces principes fonctionnent. Des gens qui ont compris que la véritable sécurité ne réside pas dans un compte bancaire, pas dans la pension d'État, pas dans un supermarché au coin de la rue, mais dans la capacité à pourvoir à ses propres besoins, dans l'indépendance, dans l'efficacité personnelle, dans ses propres mains, sa propre terre, ses propres plantes. Si cette histoire a changé votre regard sur les mauvaises herbes de votre jardin, abonnez-vous à notre chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez le futur, le prochain trésor s'ouvrira bientôt. Donnez un j'aime à cette vidéo pour que l'algorithme la diffuse davantage et atteigne plus de personnes ayant besoin de ce savoir. Partagez-la avec vos amis, votre famille et vos voisins. Tous ceux qui pourraient avoir un jardin ont besoin de ces principes. Et dites-nous dans les commentaires,
Lequel des 17 principes allez-vous mettre en œuvre en premier? Votre voyage vers l'indépendance commence par une seule graine. Faites ce pas aujourd'hui.